On me dit que je m'habille de manière austère, on me dit que je suis un parasite, on me dit que je sers à rien, on me dit que j'ai pas de vie personnelle. On dit de nous qu'il y a trop de rabbins, qu'on est inutile, qu'on a trop d'enfants, qu'on n'est pas assez riche, ou qu'on est un peu coupé du monde et on ne sait pas ce qui se passe exactement dans le monde. Les gens qui voient la Torah d'un œil extérieur, ils voient la Torah comme quelque chose qui fait peur, on a peur de s'approcher, et qui sont les barbus, les papillotes, le costume. Mais quand on goûte un peu de ce qu'il y a à la Torah, alors là, on s'aperçoit que la Torah, c'est comme du lait et du miel sous la langue. Certains pensent que je fais rien de concret, que je suis austère, et que je profite même pas de la vie. Ceux qui pensent ça, c'est qu'ils ne me connaissent pas, en tout cas pas encore. Salut les gars, ça va? Ça va, frère? Mon Tov. Je vous présente le Rav Shaya, donc c'est le responsable, le directeur des institutions de Yeshivat Yosef. Donc moi j'étudie tous les matins ici. Voilà. Ici c'est ma place fétiche. Le rituel tous les matins, la Gemara, non, d'abord c'est le café, après c'est la Gemara. Jusqu'à midi, la préparation au shiur. Après, de midi à 13h, c'est le shiur, c'est le cours. Il y a beaucoup de personnes qui étudient et qui travaillent. Moi, fut un temps, encore il n'y a pas si longtemps que ça, je travaillais à plein temps. Et j'étudiais un petit peu le soir. Et là, j'ai réorganisé mon emploi du temps et tous les matins j'étudie. Et après, je commence à bosser à 14h. Voilà, jusqu'à à peu près 20h, 21h, ça dépend. Je m'appelle Yoni Gabali, je suis marié, j'ai 4 enfants. Je suis né aux Ulysses, en Essonne, voilà, en 1979. Donc ça fait déjà 37 ans. Alors je ne suis pas issu d'une famille orthodoxe. Moi j'ai mon père qui est guadeloupéen, qui n'est pas juif. Ma mère qui est juive algérienne, donc je suis métisse. Donc j'ai pas grandi ni à Meacharim, ni à Bnei Brak. Et j'ai commencé à être pratiquant. Ça a vraiment commencé en 2000, lorsque j'ai rencontré le Rav Shaya durant un séminaire. Mes premiers pas dans la Torah ont commencé avec le Rav Shaya. On est une yeshiva assez spéciale. Moi-même, je suis quelqu'un qui était non religieux à la base. La première fois que j'ai mis les pieds dans une yeshiva, j'avais 22 ans. Et donc, j'ai ouvert une yeshiva qui s'adresse à ces gens-là, des gens qui ne connaissent pas. Et un beau jour, on a une prise de conscience, on veut connaître un peu leur patrimoine juif et voir ce que c'est. Donc, on les accueille, on les accompagne. Le temps qu'ils veulent, c'est un jour, une semaine, un mois, un an, et j'en ai qui ont quelques bonnes années déjà.
faute. Je crois que Mais la crade, je vais travailler. Mais Kabaddi, j'ai dit non. Vous n'allez pas m'avoir, vous n'allez pas me Patine, j'en prenais. Alors, on a expliqué, Rafim, c'était des tuiles. C'est ça. Alors, ils mettaient en bas, ils les rendaient blancs, ils les faisaient cuire blanches pour les durcir. Alors ici, maintenant, on voit que la Gemara n'a pas ramené le cas du bichou cuire Shabbat. Et pourtant, on sait que cuire, il n'y a pas la meilleure des choses. C'est-à-dire que quand on fait une cuisson, à la fin, c'est consommable, donc c'est terminé, on a fini le travail. Et on voit que d'après ce Yerushalmi, on n'est pas chayav, on a rien transgressé. Donc maintenant, premièrement, on voit que c'est pas que ça. C'est que même faire cuire Shabbat, c'est moutar. Chez Rachid, il dit pourquoi on n'est pas chayav de Makal Patish? C'est parce qu'ici, le travail se termine tout seul. Ça cuit tout seul. Donc vu que ça cuit tout seul, et donc après, maintenant on peut utiliser ce tonneau-là. C'est ça. Donc Les pas kamishuma patish, des mela, nigmera. Il ramène l'arto. Et c'est ce qu'il ramène. Donc il conclut, il dit non, ici tu sais pourquoi Bichou, la cuisson c'est qui est différent? C'est que vu que tu n'as rien fait toi, ça cuit tout seul, tu n'as rien fait. Donc tu peux pas être raillé d'un massé, d'une action que tu n'as pas entrepris. Alors pourquoi nous ici dans les Talmud Yerushalmi, on a dit que on n'est pas raillé de maquet bâti dans le cas de la cuisson. Alors après on a donné une réponse, on a dit que Rachid. Alors je sais pas, on n'a pas la réponse encore. Ça paraît très rébarbatif ce qu'on est en train de faire peut-être, mais ici c'est comme une centrale. Ça veut dire si je vous prends et je vous emmène dans une fac de droit en 4e année, vous allez vous asseoir, vous n'allez rien comprendre de ce qu'on est en train de parler. Pourtant c'est ici, c'est l'enjeu où on commence à tout jouer, à tout démêler depuis l'origine des choses, pour qu'on puisse après venir et donner des lois et faire une jurisprudence qui soit adaptée à la vie d'un juif. Donc on va revenir, on va monter à des sources et on va pouvoir, grâce à ça, répondre à des jurisprudences qui viennent et qui interviennent dans le monde aujourd'hui. Toutes les questions qui viennent, elles sont concentrées dans le Talmud, il faut juste retrouver la base, la source, et de cette source-là, retirer la loi qui est adéquate. C'est ce qu'on est en train de faire maintenant. Parce que si maintenant je suis dans ce monde-là, et il y a un bon Dieu il a laissé un message, il a laissé des lois, comme un roi, il a ses sujets, il a des gens autour de lui, ça doit fonctionner d'après un système. Donc je ne peux pas prendre juste le bon Dieu et pas prendre son système. Aujourd'hui, on vit dans une société qui est complètement bouleversée dans ses valeurs, dans ses principes. Une société, elle s'analyse par rapport aux valeurs et aux principes qu'elle donne. Il ne peut pas avoir Eretz Israël sans Torah d'Israël. Et la Torah d'Israël, elle doit vivre. Et aujourd'hui, ici, on est dans une centrale où on fait vivre la Torah d'Israël. Et de la même manière qu'il faut des gens qui défendent Eretz Israël avec ses frontières, de la même manière à l'intérieur d'Eretz Israël, il faut des gens qui fassent vivre Eretz Israël dans ses valeurs, dans ses principes. C'est pour ça qu'on est là. L'étude de la Torah, c'est pas pour se déconnecter de la réalité, c'est pour se connecter de la bonne manière à la réalité. C'est la raison pour laquelle on étudie. Je dis non, parce qu'il n'y a pas, on n'appelle pas ça bichou, on n'appelle pas cuire quand on est au soleil. Ça s'appelle pas une cuisson. Voilà une question sur le travail. Bon, comme vous le savez, moi je bosse pour une agence de voyage en ligne, donc je vends des croisières. Et très souvent, il y a des clients qui vont dire voilà, qu'est-ce que vous pensez de cette croisière? Je réponds c'est une très belle croisière. Moi, j'ai pas fait de cette croisière. Est-ce que ça s'appelle du mensonge ou du fait que c'est une belle croisière pour certaines personnes? Ça s'appelle la vérité. Ouais, je ne pense pas que ce soit du mensonge. Si tu sais que le produit, c'est une croisière qui est un truc naze et tu vends du vent, d'accord, comme hélas beaucoup de gens le font, alors c'est tout à fait malhonnête, c'est complètement interdit. Mais si tu sais que c'est considéré dans le monde des croisières, c'est considéré comme une bonne croisière, bien que toi tu aurais kiffé plutôt la montagne, il n'y a aucun problème. Il faut être juste, quoi. Il faut être droit. Il faut être droit, il faut être extrêmement droit. Donc, est-ce que vous aimez? Je peux dire, écoutez, moi j'aime plutôt la montagne, mais si on m'a proposé une croisière pour ce prix-là, j'aurais une croisière, et moi j'aimais les croisières, je serais allé à fond. Ah, tout à fait vrai. Vous devez comprendre, les gens croient à tort que la Torah c'est une histoire de prière, et puis est-ce que la viande est cachère, et puis ça s'arrête à peu près là. C'est vrai qu'il y a cela, mais c'est une partie très petite de la Torah. La Torah ordonne de ne pas voler son prochain, de ne pas rouler son prochain. Il y a beaucoup de lois qui concernent les relations monétaires entre les personnes. On a un livre, vous voyez ici on a plusieurs livres de base, ici ça c'est le Gemara, c'est le Talmud, donc ça date d'il y a 1500 ans, mais on a toute la loi a été codée dans un grand livre qui s'appelle Shulchan Aruch. Voilà.
Shulchan Aruch, vous voyez, donc ça signifie la table dressée. C'est en fait, sans devoir passer par tous les qui, quoi, comment, qu'est-ce qui est permis, interdit. C'est pas simple. J'ouvre, vous voyez un peu comme ça écrit, en très petites lignes. C'est extrêmement compliqué, touffu, et ça c'est censé être le facile. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de lois qui gèrent le juif. Parmi ces 10 livres, il y en a 3 qui concernent que les lois monétaires. Qu'est-ce qui s'appelle du vol? Qu'est-ce qui s'appelle pas du vol? Qu'est-ce que je peux maintenant? Je me suis engagé, jusqu'à quand maintenant je peux me rétracter? Ça, c'est beaucoup plus poussé que toutes les lois qu'il y a dans tout le monde entier. Ça fait 2000 ans que c'est travaillé. Moi, quand j'étais non religieux, moi j'ai cherché beaucoup. J'étais même pas croyant en Dieu. Je croyais pas. Peut-être oui, peut-être non. Je n'étais pas du tout certain. Donc je cherchais un peu. Je fais des études de philo pour trouver ce qu'on appelle la vérité. Et une des choses qui m'a mis la puce à l'oreille, c'était notre histoire. Comment, de façon systématique, chaque génération, c'est une phrase qu'on lit le soir du Seder depuis 2000 ans, c'était écrit il y a 2000 ans. Chaque génération, quelqu'un se lève pour nous anéantir. C'est quand même bizarre, depuis 2000 ans, chaque génération ne s'arrête jamais. Quelqu'un se lève, il a une idée, écoutez les potes, j'ai dit un truc super original. Quoi, on va anéantir le peuple juif. Ah, tiens, il est original. On a Ahmadinejad, Rouhani, avant Ahmadinejad, avant Saddam Hussein, avant Yasser Arafat, avant Nasser, avant Staline, avant Hitler, avant le KGB, avant le KVD, avant les SAR. On m'a dit, il y a quelque chose qui se passe ici. Quoi? Bon, aujourd'hui, j'ai compris. Nous sommes le seul peuple qui est à l'origine d'une morale qui peut-être tient le monde entier. Le christianisme découle du judaïsme, l'islam aussi. On a un peuple qui se veut, pas tout le monde est là, est moral dans le peuple juif, mais en tout cas qui donne un message de moralité. Beaucoup de gens, ça leur casse les pieds. Et si on pouvait faire qu'il n'y ait pas de morale, Hitler a dit, il n'y a que l'impudence juive pour aller contre nature. Dans la nature, le puissant vainc le faible. Il n'y a que l'impudence juive pour aller contre cela. Car les juifs ont amené 2 mutilations à l'humanité. La circoncision du corps et la mutilation spirituelle par la moralité qui n'est rien d'autre qu'une invention juive. Ce qu'il dit Hitler, là, il le dit très bien, c'est à peu près ce qui motive tous les autres ennemis. Alors, des fois, c'est habillé sur un aspect politique ou de concurrence religieuse, mais il y a le mal, il y a le bien. Nous, on prétend qu'on a le bien, on a les preuves de cela, donc c'est normal que le mal veuille anéantir le bien. Ça m'a mis la puce à l'oreille, plus notre éternité extraordinaire, donc j'ai compris, j'ai plongé, et voilà. Et voilà. En fait, j'étais fasciné par le monde religieux que je ne connaissais pas. Le monde religieux orthodoxe, je ne le connaissais pas. Bon, on en croise de temps en temps, surtout en France, on croise des Chabad, mais le monde orthodoxe, je ne le connaissais pas du tout. Donc première chose, je me suis dit, vu que je ne le connais pas, et je savais que le Rav Shai venait d'Israël, je dis, je vais aller en Israël. On va voir, je vais aller dans un quartier orthodoxe, on va voir comment ça se passe. Quand je suis arrivé ici, c'était Disneyland, parce que je n'avais jamais vu autant de barbes, de péotes, de chapeaux, donc c'était magnifique. Pour moi, c'était magnifique. C'était vraiment Disneyland. À aucun moment, j'ai eu l'impression de rentrer dans une sorte de secte avec des gourous ou des gens bizarres. Non, pas du tout. Il y a des gens qui sont différents. Alors au début, mes parents, quand je leur ai annoncé que j'allais en Israël, ils étaient étonnés. Comment ça se fait? C'est assez rare, il n'y a personne dans la famille qui a décidé, tiens, je vais aller dans une yeshiva voir ce qui se passe. C'était un petit peu nouveau, mais j'ai pas eu de gros problèmes avec mes parents parce que on a engagé très rapidement le dialogue. C'est tout. C'est juste un changement de mode de vie, mais qui devrait à aucun moment faire peur ou même être critiqué. Moi, j'ai jamais compris les gens qui critiquaient. Je vois pas pourquoi on critique. On a le droit de vivre différemment. On a le droit de faire des choix. תודה רבה. כל טוב רב. תודה, כל טוב. Maintenant, on va filer. Je dois être dans à peu près 1 heure au bureau. Donc on file. Voilà,
Je m'appelle Rachamim Ankri, originaire de Paris, marié, 7 enfants, Ben Porat Yosef. Ça fait une vingtaine d'années que j'ai fait mon aliyah en Israël. J'étudie dans un kollel à Har Nof, à Jérusalem donc, un kollel pour former des dayanim, pour devenir juge en Israël. Le kollelman, c'est quelqu'un qui consacre sa vie à l'étude de la Torah. Et après qu'on a terminé la yeshiva, on rentre dans un kollel. Pour celui qui veut continuer à étudier, il rentre dans un kollel. Donc c'est un homme qui étudie dans un kollel. Alors il y a plusieurs sortes de kollel. Il y a des kollelim où on étudie que de la Gemara, c'est-à-dire qu'on étudie le Talmud Bavli et on essaye d'approfondir au maximum la pensée de nos sages. Notre sorte de kollel, c'est le kollel de Halacha, comme le kollel où on est ici. Donc on a plusieurs groupes où c'est d'abord on passe par la Rabbanout, toutes les lois de Orach Chaim, ce qu'on appelle la façon de vivre de tous les jours. C'est un kollel de Dayanout, donc c'est pour devenir des Dayanim, des juges, savoir trancher la halacha au niveau, pas seulement au niveau des lois de tous les jours, mais aussi au niveau du couple, écrire des guettes, des actes de divorce, trancher la halacha lorsqu'il y a un pourparler entre deux personnes au niveau pécunier, au niveau de l'argent. On prépare donc les futurs rabbins, les futurs dayanim de la génération prochaine, qui vont être Bezrat Hashem, les futurs grands rabbinim de France ou grands rabbinim d'Israël. Les juges rabbiniques sont payés par l'État. Aujourd'hui, dans toutes les villes d'Israël, c'est une loi qu'on est obligé d'avoir un tribunal rabbinique. Et donc, aujourd'hui, un juge, il est payé par l'État. Il est considéré comme fonctionnaire. Et donc, on a besoin, parmi toutes ces personnes qu'il y a ici, qui étudient la Torah, un, il va sortir Dayan. Et 2 ou 3, un, il va sortir donner des cours d'université. Donc, on a besoin entre guillemets, de tout pour faire un monde. On a besoin de plusieurs sortes de perfection au niveau de la halakha, au niveau de la Torah, pour pouvoir servir le peuple d'Israël. Nous, notre rôle, c'est pas je suis rave de 7h du matin à 8h du soir et après c'est fini, si j'ai des questions d'halakha, je réponds pas. Sans arrêt, même au milieu de la nuit, on répond, on a notre téléphone à côté. Une fois on a posé la question au Rav Tzadka, c'est quoi le rôle de Rav? Il a dit mon rôle à moi c'est quoi? Je te fais naître, je te fais la brit mila, je t'écris tes tefilin, je te marie, je te fais divorcer et je t'enterre malheureusement jusqu'à... Le Rav, il accompagne le juif tout au long de sa vie. שיש כאלה שחולקים ואומרים שאין כזה היטב. נכון, בדעת הרמה זה שמותר. אז היום שאני... בדעת רש"י לדעת שאסור. בדעת רש"י, אבל לא למעשה. לא, בסדר, כי המר"ן זה בסגרה, אבל אני שבוע יכול לחלוק למור"ן. מה, זה קצת כמו רש"י? Quand vous voyez les gens qui étudient là, on a l'impression quand on les voit, ils se disputent. Et vous les voyez après 1 heure, ils s'embrassent et ils s'enlacent. Ça vient d'où? Pourquoi? On n'est pas venu pour disputer ici. Alors là, la Gemara nous dit comme ça, Chavruta ou Mituta. Ou un binôme ou la mort. Ça veut dire quoi? Quand j'étudie tout seul, je peux me tromper. L'erreur est humaine, donc on peut se tromper. Quand on étudie en couple, en binôme, moi je donne mon avis, lui donne son avis, et on arrive à trouver le émet. La Torah, elle ne cherche pas à avoir raison, elle ne cherche pas à donner raison à qui que ce soit, elle cherche à arriver à une vérité. On n'a jamais terminé d'apprendre. Ouais, le Rav Moshe Levi, il dit qu'il y a une différence entre bracha rishona et bracha achona. Dans la bracha rishona, tu es obligé d'acquitter tous les fruits que tu as devant toi. Dans la bracha achona, si j'ai fait bracha achona sur du boré nefashot et j'ai mangé d'autres trucs de nefashot, même si je n'ai pas pensé à acquitter, ça quitte automatique. Maintenant, la question, elle est comme ça. J'ai vu des poskim qui disaient que je peux faire bracha achona sur du poisson, boré nefashot. Si j'ai l'intention de continuer à boire, de ne pas être mitkaven d'acquitter l'eau,
et continuer à boire sans faire de bracha rishona. C'est contredit ce que le din de ce qu'on vient de dire. Non, parce que là, tu as une kavana negdit, tu as une kavana, la kavana de ne pas acquitter. Ouais, C'est mais- automatique, quand tu fais la bracha harona, automatiquement, ça acquitte tout ce que tu as mangé avant ça. Tu peux pas faire ce chilouk là. Non, T'as justement, pas le droit. parce qu'une fois que t'as Lui fait il la dit que bracha, c'est même si j'avais automatique. pas Une fois que t'as fait la l'intention, même si bracha. j'avais l'intention de pas acquitter, les chora j'ai compris comme ça. Ça Et se ben, fait de manière ça automatique. se fait de manière automatique. Donc, Moi, avant de faire mon alia il y a 20 ans, je vivais dans un monde qui était traditionnaliste. Lorsque je rencontrais un rabbin, j'avais d'un côté un respect vis-à-vis du personnage que je ne connaissais pas. Et de l'autre côté, je me disais, je ne serai jamais comme ça. En faisant mon alia il y a 20 ans, j'ai fait des études d'ingénieur. J'ai fait des études d'ingénieur que j'ai terminées d'ailleurs. Il y avait aussi dans cette université quelques heures dans la journée de Torah. Et puis là, donc, j'ai commencé à avoir mon premier contact avec des rabbanim qui enseignaient la Torah sur texte, c'est-à-dire vraiment au niveau plus profond que ce que j'avais connu. Avec les amis avec qui j'ai été monté en Israël, avec qui j'aurais dû faire l'armée, j'ai fait l'armée après, une partie est rentrée après à la yeshiva. Donc c'est des amis, j'allais les voir. Pour moi, c'était un monde étrange, extraterrestre, où j'ai su, Baruch Hashem, tendre l'oreille pour savoir, mais sans vouloir me mouiller trop, mais juste avoir. Et quand j'ai vu que c'était pas quelque chose qui était du bourrage de crâne, c'était pas quelque chose qui était une obligation, j'ai goûté, j'ai pris goût. Et moi, je me suis marié et Baruch Hashem, en finissant les études, j'ai décidé d'aller à la yeshiva. Il y a une grande divergence d'esprit entre moi et mes parents par rapport à Parnassa, c'est-à-dire le gagne-pain de tous les jours. Tu es ingénieur, tu peux gagner une bonne paye tous les mois. Qu'est-ce que tu vas faire à être assis à la yeshiva? les gens ils pensent qu'un avraire c'est quelqu'un qui lit Télim toute la journée ou qui chauffe les bancs. Mais quelqu'un qui est prêt à s'asseoir ici est touché entre 2000 et 3000 shekels. Donc en vérité, il fait un sacrifice parce qu'aujourd'hui, il sait qu'il pourrait toucher, moi aujourd'hui par exemple, ou d'autres mêmes personnes qui n'ont pas étudié, pourraient toucher entre 12 et 15 000 shekels par mois. Et ils sont prêts à être mévater, ils sont prêts à sacrifier cette chose-là. Pourquoi ? Pour pouvoir étudier aujourd'hui, sacrifier 10 ans, 15 ans de leur vie. Et que demain ils vont sortir, alors ils vont commencer dans la vie en tant que Rav, ils vont toucher une paye peut-être de 6 000, 7 000 shekels, et pour servir le Ham Israël. Ils vont toucher une paye de Dayan qui est beaucoup, un peu plus que 6 ou 7 000 shekels, avec d'autres avantages pour pouvoir servir le Ham Israël. Mais je ne travaille pas ou j'étudie pas parce que je veux gagner de l'argent. Je travaille et j'étudie parce que j'ai une ambition de servir mon peuple. Il y a un peu plus d'un an, il y a eu un attentat juste à côté, dans la synagogue juste à côté, donc la synagogue mitoyenne. Depuis ce jour-là, on a mis des codes aux 2 entrées, et même aux 3 entrées, pardon, même l'entrée de l'autre côté. Il y a des personnes qui ne sont pas connues dans le Beth Midrash, qui sont armées pour pouvoir, au cas où, Chas Shalom, il y a un cas de quelqu'un qui s'infiltre ou quelqu'un qui rentre, pouvoir riposter, quoi. Moi, avec le cursus que j'ai au niveau de l'armée, oui, je pourrais riposter. Voilà, c'est la Beth Knesset, l'entrée, je ne sais pas si vous reconnaissez. Là, vous avez eu une des balles qui a été tirée. À l'intérieur aussi, vous avez eu les impacts de balles. 2 terroristes, 2 de police, ça veut dire ça a tiré dans les 2 sens. Je suis arrivé une demi-heure après les faits, puisque mes enfants ils étudient en haut dans l'école. Je les ai déposés assez tôt, et je vais continuer pour aller prier. Et là, j'ai vu la police un peu partout, j'ai compris qu'il s'était passé quelque chose. C'est seulement après que je suis revenu de ma prière que là j'ai compris les faits. Ça ne veut rien dire d'avoir fait l'armée ou pas avoir fait l'armée. Ça veut dire c'est comment tu réagis en tant que pendant un moment de peur. Comment tu réagis? Est-ce que tu arrives à surmonter cette peur ou non? Tu es tétanisé et tu n'arrives plus à bouger. Le Chafetz Chaim disait chaque balle a son nom. Chaque balle apporte un nom. Donc on ne peut pas savoir qui quoi que ce soit. Il y a des gens qui ont fait l'armée et qui ont peur de leur ombre. Il y a des gens qui n'ont pas fait l'armée et qui n'ont pas peur. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. C'est qu'il y a un des messieurs qui prie ici, qui est de la communauté du Rav David Yosef, par je ne sais pas quelle force interne,
Son fils a pris un des pupitres qui a jeté et il a permis à son père d'être sauvé. Shimon, j'ai 21 ans, je viens de Hong Kong. Je suis pas né à Hong Kong, je suis né à Paris, mais je suis parti à Hong Kong à 6 ans. De 6 ans à 16 ans, je suis resté à Hong Kong. À 16 ans, on a fait notre alia, mes parents et moi, à Israël, Jérusalem. Puis après, j'ai fini mon bac ici. Après, j'ai fait directement une mechina, une prépa, à la fac de Jérusalem. Et après, je suis rentré à Yeshiva. À 18 ans, je suis rentré à Yeshiva. Et depuis, ça fait 3 ans que je suis là. Au début, je ne savais pas ce que c'était une yeshiva. J'étais avec mon copain, on était à Gulpan ensemble au début, et il m'a dit viens voir ce rave et tout, c'est un bon rave, c'est un grand rave. Et moi, je voulais des brachot parce que je voulais rentrer dans une unité à l'armée, et je prends tout ce que je peux prendre, je prends. Donc j'étais là-bas, et j'ai vu ce rave-là, et c'est Rav Ben Hamou, et je lui ai parlé, et il m'a dit ouais, toi, t'as besoin, faut que tu étudies un peu. Il montre un grand livre comme ça, et il me tâte sur le livre. Et je regarde ces livres et je sais pas ce que c'est. Hein. Et je dis, il faut que j'étudie. Bon, pourquoi pas, hein, et j'ai aimé, mais sans plus. Je suis resté un jour là-bas, après j'allais une fois par semaine. Je me rappelle que je venais en courant jusqu'à Yeshiva, et je repartais. Ça, je faisais les deux en un. Et après, pendant mes vacances, je suis passé 3 semaines à Yeshiva avec Rav Lovi, le Rav du matin des débutants. J'ai adoré. J'étais seul avec lui en plus, on étudiait la Gemara, je commençais à apprendre des mots, j'ai commencé à apprendre les logiques aussi, j'ai beaucoup aimé ça. Et après, au fur et à mesure, j'ai commencé à me dire et si je tentais un peu plus? Parce que là, je savais qu'il ne me restait pas beaucoup de temps, et donc je me suis dit peut-être je vais faire 6 mois. Et après, au final, il m'a dit, après je me suis dit je me lance, mais je ne pouvais pas parce que j'avais l'armée à faire, donc j'ai repoussé mon armée de 6 mois. Et après, je me suis lancé dans 6 mois. Le premier mois d'Yeshiva, c'était magnifique. Le but de ce cours, c'est de construire les élèves qui soient indépendants dans l'étude et leur donner les moyens après d'eux-mêmes grandir, enseigner, devenir des rabbinim et diffuser la Torah. Dans ce cours, c'est pas du début, c'est des élèves qui en général ont déjà eu un an et demi d'yeshiva et qui veulent justement passer à l'étape supérieure. Et donc, en faisant ce cours-là, Bezrat Hashem, on leur donne les moyens de grandir. Là, on va commencer la Gemara, ça va chauffer, ça risque de trembler. Ton Rabbanan, Hamotzi michanut klipaktia, der stav, chayav, ou benazai poter. Acha, lekule makom touru, ela,
מידי דהווה המוציא מרשות היחיד לרשות הרבים. אז בישלמה בן עזאי כסבר מאגר כעומד דמה, ניחש ככהן כהגבנה דחייב. Lorsqu'il marche, tout le temps qu'il marche, il est pas tour. C'est-à-dire qu'il y a Yarbamot. Quand il va marcher, il sera pas tour. Après, dès qu'il arrive, mais en vérité, tout ce temps-là de marche, ça crée un sec entre l'Arbamot et le Reshut. Et donc on dit, dès qu'il va poser, là il est chayav. Il est chayav sur quoi? Sur l'Arbamot qu'il vient de faire. C'est-à-dire qu'on ne compte pas le F-sec. Mais c'est quoi la svara de comment on repousse en fait? Par exemple, le F-sec là-bas ici, c'est pas le même? Ça veut dire que ce F-sec là, de Arba Amot, il est moins Makom Ptour que le F-sec de Carmélite. Ici, j'ai besoin de chercher une svara, pourquoi ici c'est chayav, et une svara ici, pourquoi c'est pas chayav. Dès que je te fais une différence plus petite qu'une soit, c'est non chayav. Ouais, non, au début, ma mère, elle a appelé le Rav, mon père, il a parlé avec le Rav, toute ma famille a parlé avec le Rav. Ils ont dit quoi? Redonner mon fils, c'est comme si j'étais parti. Vraiment, ils ont senti ça comme si j'étais. Ils m'avaient quitté, j'étais plus là. Ça m'a fait beaucoup de peine. Mais je comprenais pas, moi. Je suis pas quelqu'un qui est dans la rue, je fais pas des bêtises, je fais pas d'autres choses. Je m'assois et j'étudie. Mais le monde fait que. Les gens ils pensent que je m'assois, j'étudie c'est quoi, je fais des télim toute la journée, je fais rien, je suis un parasite. J'ai pris sur moi le joug de la Torah, mais ça ne veut pas dire que maintenant je ne suis pas avec vous, je suis toujours avec vous, je vous aime. Ça y est, maintenant ils ont compris que c'est ce que je voulais faire et que j'étais bien. C'est pour ça que maintenant ils n'appellent plus. Quand tu vois d'extérieur, on comprend, on voit, et on est toujours habillé. En vérité c'est un avis, moi je trouve ça classe. Hein. Comme un businessman il est habillé en costume, moi aussi je suis habillé en costume, hein. C'est pas le problème. En plus c'est marrant parce que des fois il y a dès que ma tante, mes tantes de France elles viennent, c'est vrai il est beau ton fils, hein. Elle est contente. Mais voilà, au début c'est ça, c'est tout en noir et blanc, ma mère elle veut me voir en couleur, elle me dit, et des fois elle me dit, tiens je te mets un t-shirt rouge, je sais pas, une chemise rouge. Je dis oui maman, pourrim, je te mets une chemise rouge. Et elle marque Rabbi Nathan en bas, Rabbi Nathan et Rabbi Yochanan, juste après. Et lui il dit il faut être faire Géoula et Tfila Bécharvit, lui il dit que Béchacharit. Il y a deux dapim. Où il y a encore cette souga? Quel daf? Tête à Moudbet. Tête à Moudbet? Non, il a dit Tête à Moudbet. Il a trouvé. Je lui ai demandé où il y a écrit tel. Où est la source de tel halakha? Shimon, c'est notre référence. Quand on ne sait pas où il y a écrit quelque chose, on lui demande, il sait sortir les pages. C'est Google. Google original. Google, ils ont copié sur lui. C'est ça la chokma de la Torah, c'est de savoir tout sans céder de rien, d'aucune technologie. La Torah n'a pas changé. C'est un mécanisme qui travaille sur plusieurs plans. La mémoire, l'approfondissement, la svara. La svara, c'est ce qu'on appelle la logique. D'abord, il y a l'approfondissement pour comprendre ce qu'il y a écrit. Les textes, ils sont durs à décrypter. Donc, décrypter déjà ce qu'il y a écrit. Une fois qu'on a compris ce qu'il y a écrit, il y a comprendre la logique de ce qu'il y a écrit. Il y a des analyses à faire dans les tournures de phrases. Pourquoi il répond de cette façon et pas de celle-ci? Il faut comprendre qu'est-ce qui était difficile. Tout ça, c'est des choses qui sont cachées, qui ne sont pas écrites. Et c'est au cerveau du juif qui étudie la Torah de comprendre qu'est-ce qui est caché derrière. Et là, ça va très très loin. C'est-à-dire les élèves qui sont là, vous voyez, ils sont censés, ils le font, préparer durant 6 heures la journée pour 7h30 de cours. C'est vraiment un décortiquage de chaque mot, ça demande beaucoup d'efforts et 6 heures ne suffisent même pas. Et pour réussir par exemple à devenir un bon, on va dire en Gemara, il faut bien 5-6 années de travail intensif, jour et nuit. C'est des journées qui commencent à 9h du matin et elles se terminent à minuit. Ils sont là assis à préparer, à étudier leur cours du jour. Il faut tenir moralement.
Donc dès qu'on a des moments de faiblesse, moi je vois Jonathan, je dis Jonathan ça va, et il me dit c'est un peu dur en ce moment les chiots, parce que le cours il est dur en ce moment. Et si t'as pas préparé c'est pire. Et il dit non c'est pas grave, hein, hier c'était comme ça, regarde il y a une semaine comment t'étais bon, et c'est vrai. Et on cède, et après on se remotive et on avance. Quand une personne a une question et ne comprend pas un Tosfot ou il y a une formulation de phrase qu'on ne comprend pas, alors on va voir les autres membres du FIO, du cours, et on va poser la question, peut-être qu'eux ils ont compris, donc c'est une entraide. On peut craquer, on traite facilement les échelons comme ça. Non. Et là quoi, c'est juste toi. C'est toi et ton travail. Toujours travailler, toujours vouloir encore et encore. Si tu veux, bah tu as. Quand je fais du sport, je dis no pain, no gain. Pas d'effort, pas de récompense. J'ai compris ça ici. Hein. J'ai compris ça, toujours se surpasser. Ça me surpasse constamment. Si j'arrive à décortiquer cette phrase de Tosfot ou ce mot de Tosfot, et ben c'est encore un autre monde. Ma tête, elle va encore plus s'affiner. Depuis que je suis allé à Yeshiva, ça m'a beaucoup plus ouvert, je me suis beaucoup plus sociable avec les gens. À Yeshiva, on travaille sur ça, on travaille sur l'amour gratuit, etc. Donc l'approche qu'on a avec les gens ils sont beaucoup plus contents d'être avec nous. Ils apprécient plus. Moi personnellement, avec ma famille, c'est ce qui se passe. Tous mes amis d'avant, etc., ils sont hyper contents. Ils voient le changement qu'on a fait chez tout le monde. Tous ceux qui viennent à Yeshiva, ils sont obligés de changer. En restant ici, on change, mais en s'améliorant aussi. L'armée, il a plus changé, surtout physiquement, c'est-à-dire même mentalement, il a beaucoup changé. Mais la Yeshiva, c'est surtout mentalement, ça veut dire qu'on en veut toujours encore. Un soldat, je sais pas si par exemple, quand il fait 3 ans d'armée, je sais pas si vous voulez encore faire 4e, 5e année. Ici, au Horchem, on est bien, on va rester au maximum, le plus longtemps possible. Moi, mon frère, il a fait l'armée. À la fin, il y a 3 ans, il comptait les mois qui restaient. Il me disait encore. Et après, mon frère, il vient me voir. Et même mes cousins, ils viennent me voir. Ils me disent comment ça se fait, t'as envie que tu restes encore à Yeshiva? Comment c'est que tu étudies encore? On n'est pas forcé, c'est pas les parents qui m'ont envoyé, c'est pas le rap qui m'a attrapé, m'a dit viens ici. C'est moi qui ai voulu, parce que je sais que c'est la vérité pour moi. C'est pour ça qu'on est tout ça au Hachem. Les gens qui n'étudient pas, je pense pas qu'ils peuvent comprendre ce qu'on ressent quand on étudie. Il faut goûter. Celui-là, Quand tu es dans la rue, tu croises une femme, ok, ça se passe rien. Non, les gens ils ont des préjugés, les religieux, attention avec les femmes, ils vont se baisser, ils vont jeter une pierre, c'est n'importe quoi, c'est des bêtises. Moi j'ai jamais vu ça de ma vie. Après c'est sûr, il y a une question de... faut respecter les coutumes des autres, les habitudes. Si maintenant je me retrouve dans un bus où c'est séparé, il n'y en a pas ici, mais si ça devait être le cas, ben, je devrais respecter. Il y a des codes. Comme il y a les lois pour certains pays, pour certains quartiers, chaque quartier, moi je me rappelle d'où je viens, chaque quartier il a son code. Il doit y avoir 60 ou 70% de gens religieux qui travaillent dans les mairies, dans les bureaux, dans la high-tech, et 40% qui sont assis et qui étudient pour ou devenir des futurs rabbins, ou devenir des futurs grands de la génération, comme le Rav Vadia, le Rav Eliashiv, tous ces grands de la génération qui sont sortis, comment on n'aurait jamais eu s'ils n'avaient été pas assis et ils n'avaient pas étudié. Brouchim Abbaim. Alors voilà. Donc on va faire doucement ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de faire Mincha. Moi je travaille pour une agence de voyage en ligne. Donc on est numéro 3 en France dans le monde de la croisière. Donc le boulot est très simple. Les gens consultent notre fiche, s'inscrivent, on fait une petite fiche et nous on les rappelle. Il y a aussi les directs, il y a les gens qui nous appellent, nous on les rappelle. Donc voilà, c'est une agence en ligne tout simplement, une agence de voyage. J'ai fait plein de choses dans ma vie. À l'époque j'étais danseur de salsa, je jouais du saxophone, j'ai fait plein de choses. Je travaillais dans plein de boîtes différentes. Mais quelque part c'était toujours une recherche de mettre, et puis changer souvent. Pourquoi changer? Parce que j'étais pas satisfait, je me sentais pas rassasié de ce que je faisais.
Et quand j'ai découvert la Torah, donc la démarche était la même, donc je change. Là, j'étais à Paris, aux Ulysses, après je vais en Israël, pourquoi pas. Mais là, hop, il y a quelque chose qui m'a parlé. Ma vie est équilibrée, c'est évident, j'ai une stabilité, que ce soit dans le travail, que ce soit dans mon étude. J'ai une vie de famille. À part ça, j'ai des passions, j'ai la musique, enfin j'ai plein de choses. Il y a les amis, c'est une vie tout à fait normale en fait. Il n'y a rien d'extraordinaire. La seule chose qui est extraordinaire, c'est de sentir qu'on fait quelque chose de vrai. Au maximum. Ok, donc vous voulez qu'on trouve la même mais plus tôt, tout simplement. Ok, donc je vous ai envoyé le premier descriptif. On va regarder parce que vous savez, les cabines quadruples pour le mois d'août, c'est ce qui a vraiment... Il y a ce qu'on appelle la réalité du frigo. Donc quand tu as une famille qui te doit de travailler, donc ça c'est une chose, travailler pour nourrir sa famille, ça c'est un. Deuxièmement, il faut travailler comme un juif se doit de travailler, c'est-à-dire dans l'honnêteté. C'est quoi l'honnêteté? C'est d'après les règles du Shulchan Aruch. Uniquement. Pas les règles de la vie, parce qu'il y a des gens qui ont leur système de vie, mais en fait c'est des escrocs. La Torah ne permet pas. Notre question, la question juive, ça va être plus, même quand a priori j'ai l'impression que c'est pas très grave, c'est vrai, quelle importance? Le client n'est pas obligé de savoir que j'ai jamais fait de croisière de ma vie. Ben non. La Torah va nous demander d'être vraiment émettre, pas lui dire que j'ai déjà fait une croisière si j'ai jamais fait de croisière. Moi j'en ai déjà fait, donc ça va. Pour celui qui en a pas fait, il n'a pas de droit de mentir. On n'a pas de droit de mentir. Okay. Le vol, c'est quelque chose qui est interdit. Surtout, encore plus, le vol d'un goy. C'est-à-dire que dans la Torah, il y a le vol du juif. Bon, c'est un vol qu'on est plus ou moins pardonné en demandant pardon, en remboursant. Le vol du goy, il est encore plus grave. En volant un goy et en sachant que tu es juif, tu as fait un chilou lachem. Tu as sali le nom de Dieu. Il va dire, ah regarde, c'est un juif qui m'a volé. Et tu n'as pas sali seulement toi, tu as sali tout le peuple juif. Donc, c'est très grave. Allez, let's go, on y va. Je pense à toi, à chacun de mes choix. J'espère en toi, si seulement je pouvais, ne serait-ce qu'une fois te faire résider au plus profond de moi. Les problèmes de la vie me seraient superflus. Je n'aurais qu'une envie, c'est de prendre le dessus, car Dieu est là. Mon père on dit que la vie est parodique, qu'elle est un paradis artificiel. Tiens les ficelles, moi en fait parodie, dans le fond tu fais parader. Mais la vérité que l'on tâche devient la vie que l'on gâche. Arrête maintenant avant le crash, car dans ce monde codé au passage, yo. Direction studio, donc on va enregistrer, faut être frais, petite boisson fraîche. On est équipé, on a la sacoche avec la Gemara dedans, mais là c'est la casquette du rappeur. היי, מה נשמע? הכל בסדר, אחי? מה שלומך? הכל בסדר. Ça, c'est ma mini tablette avec laquelle je bosse, où j'ai mes instrus, mes textes. Donc très pratique. À force de passer sa vie à penser au passé ou rêver du futur, c'est le présent qui traîne. Donc on en est lassé par les événements dépassés. Oublie la famille, omnibulée par les billets brassés. C'est aujourd'hui qu'il faut s'élever, des fautes se laver, car personne n'est sûr de revoir un jour le soleil se lever, pas pessimiste. Mais il faut savoir souffrir pour que la pessimiste, l'osmose entre l'âme et le corps encore. Le but évidemment c'est d'avancer, de progresser, de se parfaire. Que ce soit se parfaire dans les relations avec sa femme, dans l'éducation avec ses enfants. On n'est pas parfait, c'est clair, on peut faire des erreurs d'éducation. Même dans la musique, dans les textes, essayer d'écrire quelque chose de mieux et d'avancer, d'essayer de transmettre des messages. Voilà, la progression. Son effort, les pieds sur terre, la tête levée vers le ciel. Ce monde est Far West et c'est vers l'est que je prie sur terre. Effrayé, toujours sur mes gardes, conscient que le mal s'est payé. Le prix sur terre dénonce la triste réalité plutôt que de laisser l'esprit se taire. Tiens bon frère, pour garder les pieds sur terre. Tiens bon frère. Ok, voilà.
les pieds sur terre. Ça veut tout dire. C'est-à-dire que des fois, on est pris par la vie, par la famille, par le travail, mais on oublie qu'il y a aussi une réalité. Et la vraie réalité. Et c'est ça. Oui, il y a des messages religieux, mais ça veut dire quoi des messages religieux? Tout message positif de construction, c'est un message, quelque part, religieux. Celui qui amène à la progression, ça s'appelle un message religieux. Après, on peut avoir une barbe, on peut ne pas avoir de barbe, avoir une kippa, ne pas avoir de kippa, et porter un message religieux, constructif. Donc c'est les messages que j'essaie de porter dans mes textes. C'est vrai que je dois être le seul de la yeshiva à faire du rap, mais je ne suis pas le seul à faire de la musique. Il y en a plein, il y a des guitaristes, il y a des pianistes, des gens qui aiment chanter, qui ne vont pas faire du rap forcément, mais il y a des musiciens, il y a des gens qui aiment beaucoup la musique. Donc c'est pas exceptionnel ce que je fais. C'est rare de trouver des rappeurs religieux français, mais en soi, je suis juste un musicien, un chanteur comme un autre. Voilà. C'est clair, je projette de sortir prochainement un album. Et voilà, donc il y aura tous ces messages. Voilà, j'espère pouvoir les transmettre à tout le monde, que ce soit pour les religieux et les non-religieux. Pour tout le monde. Lorsqu'un message il est vrai, il est bon pour tout le monde. Allô? Ken Nathan. Ouais, comment ça va? Baruch Hashem et toi? Bon, dis-moi quand tu fais pour Torah Box? Maintenant, je vais à Torah Box. Internet aujourd'hui, c'est un monde qui est très ouvert. Vous pouvez tomber sur des sites pornographiques sans faire exprès. Donc Internet, ça peut être utilisé pour diffuser la Torah et ça peut être utilisé pour faire pas mal de cochonneries et diffuser ces cochonneries. Alors le rabbi de Lubavitch, qui habitait à New York, lui, il disait, c'est pas quelque chose qui est accepté par tout le monde, mais il disait comme ça qu'on doit utiliser aujourd'hui cette technologie-là pour justement faire cette Torah-là. On voit que, par exemple, aujourd'hui, plusieurs sites de Torah, plusieurs sites de cours, on utilise justement cette technologie. Là, on va dans les bureaux de Torah Box pour tourner un cours. On rentre dans les bureaux de Torah Box, là. C'est ici. On a une caméra qui est dirigée avec une télécommande en général. On est assis là avec un fond vert pour pouvoir après varier le fond, enfin pouvoir mettre le fond qu'on veut au montage. C'est un ustensile extraordinaire puisque j'arrive à avoir un impact ou j'arrive à avoir une relation avec un juif ou avec quelqu'un qui est à l'autre bout du monde que j'ai jamais vu, et en un seul clic, alors il peut se ressourcer et apprendre beaucoup de choses. Dans tout le monde entier, il y a le bien et le mal. C'est-à-dire, avec n'importe quelle chose, je peux utiliser ce stylo pour écrire une lettre à ma mère ou une lettre à ma femme ou écrire des chidouché Torah, ok. Je peux utiliser ce stylo pour me servir comme arme de pointe, enfin arme de défense dans la rue. Tout, Akadosh Baruch Hu, il nous a donné le monde, pouvoir l'utiliser. Donc on a besoin, il faut utiliser au contraire pour pouvoir faire venir le Mashiach. Alors bonjour à tous les internautes, j'ai décidé de partager avec vous certains enseignements de nos maîtres. Alors il faut savoir que nous tous, en tant que Bnei Israël, on est venus dans ce monde, à part pour vivre une vie de juif, se marier, avoir des enfants, faire les mitzvot, tout le matara, tout le but de notre situation, de notre lieu sur terre, c'est pour corriger deux avérotes. Deux avérotes quoi? C'est quoi ces deux avérotes? La faute de Adam Arishon et la faute du Vaudor. Malheureusement, le Zohar HaKadosh, il nous dit que même à la fin des temps, quand le Mashiach y viendra, il n'y aura qu'un cinquième du peuple juif qui sera sauvé. Ah, ça fait peur. La Torah ne nous demande pas d'avoir une barbe et des péotes et un chapeau et de s'habiller en noir et blanc pour pouvoir être sauvé de la venue du Mashiach. Je ne dis pas tout ça pour faire peur. On n'est pas là pour faire peur, on est là pour prendre conscience. Chaque acte dans le judaïsme, il est calculé. Akadosh Baruch Hu, il nous fait ça pourquoi? Pour prendre à chaque fois conscience de ce qu'on fait. Au début, ça a commencé avec la yeshiva du Rav Ron Shaya, donc je le remplaçais 2 fois par semaine, le mardi et mercredi, en halacha. Donc j'ai commencé à être filmé là-bas. Et après, ça a continué avec Torah Box. Avant ça, c'était un peu dans les universités en Israël, où je donnais des cours. Et puis voilà, je pense toujours que c'est le meilleur moyen
de faire montrer au monde ce que représente la Torah, qu'on a des lois qui sont bien claires, précises, de donner envie à l'autre. En tant que juif religieux, on doit représenter ce monde-là. On ne va pas dire de l'homme parfait, parce que personne n'est parfait. Même nous, les religieux, on a chacun ses défauts et ses qualités. Mais on essaye de tendre à un monde meilleur. Et si on arrive à faire ça, on arrive pendant cette période-là à être métaken, et Bezrat Asher faire venir le Mashiach, Bimera Bielmo, Amen. Allez. Aujourd'hui, même quand on est joyeux, vous avez dit c'est comme nous comparé à ça. T'inquiète pas, ça va aller. Il y a Mincha et après il y a Tikkun Chatzot. Ça c'est spécial, c'est pour le deuil. C'est comme on fait pour le Tisha B'Av, on s'assoit par terre et on lit un texte spécial pour le Mikdash qui a été détruit. Pour l'instant, je suis encore dans le stade il faut que je me remplisse, il faut que je commence à étudier, il faut que j'emmagasine au maximum. Parce que les rabbinim ici, à Yeshiva nous dit quoi? Il nous dit emmagasine au maximum maintenant. Tu n'as pas de responsabilité, tu n'as rien. Tu peux rester 24 ans à étudier, c'est là où tu te formes, c'est là où tu fais des bases. Après le mariage, c'est là où je construis l'immeuble. Mais si j'ai pas de bonne base, je ne peux pas construire un bon immeuble. Donc pour l'instant, je construis. Et on verra, Hachem, quand le moment viendra. Je vais me marier. Hein. Oh. Là, je marche vraiment. On va prendre des chips. Parce qu'on a pris des chips. C'est pour la fête de ce soir. Parce qu'on a fini un traité de la Gemara. Et on doit commander des boissons, acheter des pitotes et tout. Parce que moi, je m'en occupe. Parce que je fais copain avec l'épicier. Donc je vais et voilà, il nous fait des prix en plus sympathiques. Ce soir, c'est la fête. Hein. En plus, on est Tisha B'Av et on peut manger de la viande, on peut chanter. אני כאחד כזה. כל היום. 56. כן, בסדר, תודה רבה, pour le סיום, c'est Yeshiva qui offre. Bien travaillé, on reçoit. Ce soir, il y a Shefa alors. Mais je suis fait un an logiquement. Il y a beaucoup. Hein. Allez, on va faire un petit miracle. C'est parti. Ah, ça va. On va préparer les tables. Et là, je vais maintenant. Allez, je vais reprendre le hummus. Ça. Il y aura plusieurs sortes de chants, plusieurs variétés. On a un grand chanteur, avec Yaou Nizanov, très grand chanteur de la Yeshiva. Et bon voilà, nous aussi, il y a quelques élèves qui chantent. Bon, c'est belle voix. A tout de suite. Là, on attend mon grand-père et mon cousin. C'est là. Enfin, il y a déjà rencontré Rav Yitzhak et tout. Et là, voilà.
Bon, mon père. Merci. Ah, mimo. Ça va? Il faut. Ah, tu crois quoi? Ça fait peur. Eh oui. Ah, merci beaucoup d'être venu, Mimo. Moi, je suis le vieux. Ah, c'est mon le grand-père. Le patriarche. Le patriarche, c'est mieux. Je suis très fier. J'avais une seule chose qui m'avait un peu froissé, je le dis honnêtement, parce que je dis ce que je pense. C'est quand il a refusé de faire l'armée. Parce que je dis les choses ne sont pas incompatibles. Je suis sûr que vous défendez la patrie par les prières et tout. Mais je crois que malheureusement dans ce monde-là, qui est un monde pourri pour certains, il faut savoir aussi se défendre autrement. Voilà, c'est tout. Mon raisonnement est mauvais, hein. C'est Chai, Auriel. Bonsoir, excusez-moi. Et ça, c'est Auriel. Ah. Bonsoir, monsieur, comment allez-vous? Quoi? Bah oui, c'est pour ça que je t'ai invité. Pour manger. C'est pour manger, après invite. Parce qu'on attend du monde, on n'est pas encore. Il n'y a pas encore tout le monde qui vient. Ba, ukapata una inakuwa mashikisho mbemi zote vitibanwanya kiacha daima. Shalom. Shalom, ça va les amours? Quel? Hein? Ouais, je veux bien mon fils. Ah, coucou poupée. Coucou. Ça va mon amour? Ah, c'est sadique. Bon, t'as donné un homme à l'écran de chaque comme Ma plus grande richesse, c'est ma femme et mes enfants. Ça c'est sûr. Qu'est-ce que c'est qu'être riche? On s'est marqué dans les Pirkei Avot, Ezeu Achir, qui est l'homme riche? À sa mère, Becheko, celui qui est heureux de sa part. On a cherché une vue où on pouvait respirer. Il y a la tombe du prophète Samuel qui est juste en haut, je ne sais pas si vous la voyez. C'est un peu plus haut là-bas, vous avez un petit clocher. Et en fait ici on est sur le territoire où habitait le prophète Samuel. Donc on est vraiment dans l'époque biblique, en plein dedans. C'est ça l'avantage, c'est qu'au lieu de subir l'histoire, on vit l'histoire. On est en terre d'Israël. On est venu pour donner une vraie éducation juive aux enfants et c'est ici en terre d'Israël que ça se fait. Si on est religieux, si on se dit religieux, on doit être sioniste. Parce que c'est la terre que Dieu nous a donnée. C'est notre terre, on n'a pas une autre. Dieu ne nous a pas donné ni New York, ni je sais pas, Burkina Faso, ni la Guadeloupe. Toute personne qui est religieuse, d'accord, est sioniste. C'est obligatoire. Après, il y a différentes formes de sionisme. Mais tout le monde est sioniste. Moi, je suis la maman. Mon rôle principal, c'est de m'occuper de mes enfants. C'est du travail, grâce à Dieu, mais c'est tout mon bonheur. C'est là. Maintenant, mon mari est là pour s'occuper de l'extérieur de la maison, plus. Donc, la Torah, c'est le rôle du papa de ramener le judaïsme, la Gdoucha dans le foyer. Donc, Baruch Hashem, il étudie pour pouvoir ramener quelque chose. Et aussi le pain qu'il faut ramener à la maison. Donc, pour ça, il travaille aussi. Donc, je pense que c'est un bon équilibre. Et qu'on peut essayer d'avoir tout ce qu'on peut en Hachem. On peut se serrer la ceinture, ne pas avoir des luxes, ne pas partir en vacances tous les ans, ne pas avoir la voiture dernier cri, des choses comme ça, il n'y a pas de problème. Il y a un minimum vital au quotidien, c'est sûr. Mais tant qu'on l'a, si tu veux étudier toute la journée, avec joie. Allez les enfants, descendez. On est les ministres de l'Intérieur. Voilà. Donc on va s'occuper plus de l'intérieur, ce qui ne nous empêche pas de sortir, de faire ce qu'on veut, il n'y a aucun problème. Hein. On n'est pas esclaves du tout. Voilà. On a notre libre arbitre, on fait ce qu'on veut, ce qu'on aime. Et voilà. On est là pour faire plaisir, tout comme
Quelqu'un fait plaisir à ses enfants, fait plaisir à ses frères et sœurs, à ses amis, à tout ça. Et comme on fait faire plaisir à son mari, chacun son rôle. Voilà, moi mon rôle il est là. Alors je suis kinésiologue, c'est une sorte de thérapie, d'accord, où on travaille sur les énergies du corps pour mettre bien la personne psychologiquement ou pour soigner des mal, des douleurs, des choses comme ça. Et voilà, donc j'ai des patients qui viennent à la maison, j'ai un petit bureau ici, je reçois du monde. Et voilà, puis je sors aussi de temps en temps, je fais 2-3 petites choses en même temps. Demain matin, j'enseigne Photoshop à une dame qui voulait apprendre un peu. Voilà, j'ai fait une petite carrière de graphiste à une époque. Et à part ça, j'aide une voisine dans le dessin, parce que j'aime beaucoup dessiner. Donc ça, c'est en plus un hobby pour moi. Voilà. On aime la musique. Alors mon mari s'est mis au piano, vous avez le piano de mon mari ici. Et là-bas, c'est ma batterie. Voilà, que mon mari m'a offert il y a 1 an et demi à peu près. Voilà, et puis ma petite selle de cheval, c'est mon souvenir de quand j'étais jeune fille. Je montais à cheval très régulièrement et c'est vraiment quelque chose que j'adore. Le chouva, c'est pas une cassure totale avec ce qu'on faisait avant, ce qu'on aimait avant et ce qu'on est aujourd'hui. Le don qu'on avait, les passions qu'on avait, toutes les affinités, on les transfère dans le Kodesh. Voilà, c'est-à-dire j'aimais monter à cheval, bon je vais trouver, je peux monter à cheval mais avec une jupe large, longue, sans problème, toujours avec mon foulard, il n'y a pas de problème quoi. Voilà, tout ce qui reste permis, c'est permis. La batterie, c'est sûr, je ne monterai pas sur scène pour jouer dans un groupe de heavy metal, c'est clair. Mais voilà, pour moi, pourquoi pas. Tant que ça reste permis, il n'y a pas de problème. Maintenant là, moi la phrase qui m'a touché, c'est Ashreni Sheba Lekan Vetalmudo Beado. Ils disent ceux d'en haut, ils disent heureux celui qui vient dans notre monde et le Talmud et sa Torah dans sa main. Et nous, en vérité, je prends ça pour nous, Ashrenu, j'adore qu'on va à Yeshiva, qu'on est dans Yeshiva, surtout à Torah Etzion, on est ici dans cette Yeshiva, parce que Bémet, l'ambiance qu'il y a ici, la solidarité qu'on a entre nous, c'est nulle part ailleurs. Moi, bon, la vérité, j'ai pas fait beaucoup de chiottes aussi, hein. Mais même des gens qui viennent, qui parlent, tout le monde dit ouais, l'atmosphère spéciale. Et on voit. Pourquoi? Parce qu'on est venu à Yeshiva, chacun d'un endroit différent. Voilà, il y en a qui sont du Canada, qui sont de Hong Kong, qui sont de Paris. On est venu ici et on a tous décidé de grandir. Et ça, ce que j'ai trouvé, c'est que quand on forme une amitié sur de bases comme celle-là, cette amitié-là, elle est infaillible. Ça, c'est ce qu'on dit. Ashremi Sheba Lekan Vetalmudo Beyado. Heureux l'homme qui vient en haut avec son Talmud dans la main. C'est ça qui est beau. C'est qu'on arrive ici, on a un peu de jalousie, on est un peu rancunier, et on arrive ici, et grâce au Rabbanim, et grâce à nous, on change. Donc moi, on est déjà critique qu'on soit tous ensemble, et j'espère qu'on va continuer comme ça. Quand un homme il a un nouvel enfant, après 5 enfants, un nouvel enfant, et encore un nouvel enfant, et encore un nouvel enfant, il peut ne pas être touché. C'est encore beaucoup plus. C'est une joie, voilà, là je suis plein d'émotions.
J'ai envie d'être juge. C'est ce que je dis à mes parents. C'est très dur d'être juge, mais je sais que si je me mets à 100%, je peux réussir. Comme dans tout. Moi, ma mère elle m'a dit ça. Elle m'a dit, toi tu viens dans quelque chose, tu fonces à 100%. Je construis un sous-marin. Pour l'instant, on ne voit rien. On ne voit rien là. Pour l'instant, j'étudie, j'ai pas vraiment de situation. Comme mes copains, il y avait plein de copains, j'ai copains, ils sont médecins, ils sont avocats, et eux, on voit quelque chose. Moi, on voit rien. Avec moi, je sais que j'investis à long terme. Je sais que plus tard, dans les années qui vont suivre, là, j'aurai quelque chose de vrai. Et après, avec tout ça, j'espère que je vais pouvoir donner ma Torah. Projet d'avenir, déjà, je ne sais pas s'il y aura un avenir, je ne sais pas combien de temps on va vivre. Le plus important, c'est de vivre chaque jour comme si c'était le dernier, de vivre à fond. Vivre l'instant présent pour moi, c'est quoi? C'est vivre d'une manière vraie. Et je reviens sur ça, c'est le plus important. C'est pour ça que j'ai décidé de consacrer quelques temps de ma journée à l'étude de la Torah. Parce que la vérité de la Torah m'accompagne. Comme on l'a vu, ça m'accompagne dans le travail. Ça permet de travailler d'une manière cachère, droite, pas mentir aux clients, être sincère, être quelqu'un de transparent, de vraie valeur. Le travail d'un juif, on va résumer ça en 2 mots, et c'est ça en vérité la conclusion. Tu peux apprendre la Torah toute ta vie. Tu peux terminer tous ces livres qu'on voit ici. Tu peux devenir juge, tu peux devenir rabbin. Alors c'est pas parce que tu es rabbin ou tu es juge ou tu es qui que ce soit que tu n'as pas de mauvais penchant. Un rabbin, il a le même penchant qu'un homme qui a envie de tromper sa femme. Un rabbin a le même penchant qu'un homme qui a envie de manger des fois dans des endroits où il ne peut pas manger parce qu'il est en vacances. On est tous des hommes qui cherchons à nous parfaire, à devenir des hommes meilleurs, comme on dit un homme meilleur. La Torah, donc on a dit, on peut devenir le plus grand dans la Torah. On peut devenir Baba Salé, un des grands de la génération. Mais si on ne travaille pas sur nos traits de caractère, ce qu'on appelle en hébreu les midot, 0 pointé, on ne vaut rien du tout. Le Rav Israël Salanter, il dit comme ça, c'est plus facile de terminer toute la Torah, d'étudier toute la Torah, que de travailler sur un trait de caractère.